Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, elle peut transformer une nouvelle matière en biocarburant. Rencontre dans Génération Talent avec Alexandra Collin, une jeune doctorante mise à l'honneur par la Fondation L'Oréal pour les femmes et la science. Il a une idée derrière la tech, c'est Gaëlle Musquet. Aujourd'hui avec toi Gaëlle, elle vient d'atteindre sa majorité, la TNT fête ses 18 ans et elle n'est qu'au début de son évolution. Complètement. On va voir comment depuis l'ORTF en 1975 à aujourd'hui sur la télévision 4K, le paysage audiovisuel français, comment il a fait sa transition numérique. Eh ben, on va voir avec toi en début de la deuxième partie de cette émission. Notre question du jour, elle va résonner comme un mantra. Redevenons ingénieux. On va plonger dans l'univers de l'innovation Jougad, agile, frugale, mais aussi inclusive. Bon, c'est pas une utopie, c'est pas non plus une baguette magique, c'est un état d'esprit. Pour en parler à nos côtés, Navi Radjou, vous êtes le chercheur franco-indo-américain qui a popularisé l'économie frugale. Vous êtes le co-auteur de cet excellent L'innovation Jougad, redevenons ingénieux, c'est aux éditions Diathéno. Vous allez nous dire pourquoi on a des raisons de rester optimiste, tiens, pour changer. Absolument. Également, ceux et celles qui incarnent cette économie frugale et cette innovation créative. Paul Benoît, vous êtes le CEO et cofondateur de Carnot Computing. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et en duplex avec nous, depuis Lyon, Tiffaine Dehinck, cofondatrice de Metacar Mobilité Système, et Katia Tardy depuis Nantes, cofondatrice d'Andy Gaspi. Bonjour à vous mesdames. Bonjour. On va justement aborder et détailler et incarner cette innovation Jougad dans un instant, mais d'abord, focus. Créer des cellules artificielles capables de capter du CO2 et de le transformer en une matière qu'on pourrait utiliser comme du biocarburant. Eh bien, c'est le projet passionnant d'Alexandra Collin. C'est une chercheuse évidemment qui fait partie des 35 femmes à avoir reçu le prix Jeune Talent pour les femmes en sciences, édition 2022 décernée par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Son portrait, c'est tout de suite par Xavier Terrade. Elles sont 35 à avoir reçu le prix Jeune Talent pour les femmes et la science 2022 décerné par la Fondation L'Oréal. Parmi celles qui ont été primées par cette distinction, en partenariat avec l'Académie des sciences et la Commission nationale française pour l'UNESCO, on retrouve notamment dans la catégorie physique, astronomie et biochimie la chercheuse Alexandra Collin. Dans son étude, la jeune femme promet de décrypter le mystère de la dynamique des architectures intracellulaires. En 2015, elle était encore doctorante en biologie et chimie quand elle a participé à une série de débats organisés par l'École nationale supérieure, là où elle a suivi un cursus scientifique pluridisciplinaire. Les découvertes qu'on fait maintenant, elles auront un impact dans 50 ans et qu'il faut y croire et qu'en effet, moi je vois toujours ça un peu comme un truc statistique, il faut 100 chercheurs qui cherchent pour qu'il y en ait un qui trouve le truc qui marche. Enfin, je pense que c'est pas... Mais ils aimeraient bien que ce soit toi. Oui, voilà, c'est ça. On aimerait tous que ce soit. Mais bon, mais c'est un travail collectif aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on disait, c'est que même si on n'est pas celui qui met la dernière pierre, on sait qu'on y a participé. Le moteur d'Alexandra Collin dans la vie, faire avancer la connaissance afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure, mieux comprendre notamment le vivant à travers le fonctionnement des cellules. La finalité de celle qui a poursuivi sa carrière au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Grenoble serait de pouvoir créer des cellules artificielles très utiles pour faire avancer les biotechnologies. Des cellules capables de capter du CO2 et de le transformer en une matière que l'on pourrait utiliser comme du biocarburant, une innovation décidément dans l'air du temps. Et voilà pour ces portraits incroyables de femmes talentueuses et de femmes en sciences, évidemment. Navi, c'est la parfaite incarnation de ce mantra dont on va beaucoup parler dans cette émission, redevenir ingénieux. Ce sont ces profils-là qui peuvent transformer littéralement le monde qui nous entoure. Absolument. D'ailleurs, vous regardez bien Alexandra, ce qu'elle a fait, c'est en fait voir le carbone non pas comme un problème, mais comme une solution. Et ça, c'est vraiment l'incarnation de l'esprit Jougad. Justement, on va essayer d'aborder tous les problèmes comme des solutions. On ouvre les chakras de l'innovation. C'est le talk, première partie.
Et pour faire mieux avec moins, on a énormément d'invités avec nous aujourd'hui. Navi Radjou, vous êtes le chercheur, encore une fois, franco-indo-américain, qui loue l'innovation française et l'économie frugale pour changer le monde et mieux préserver la planète. Vous êtes le co-auteur d'une nouvelle édition de l'innovation Jougad. C'est vrai que vous avez commencé à populariser le terme il y a une dizaine d'années, on va y revenir, mais cette fois-ci, vous nous proposez une édition augmentée, littéralement, avec de nouveaux exemples Jougad, et c'est en France que ça se passe. C'est tellement en France que ça se passe que justement, on a ces incarnations d'exemples aussi avec nous sur ce plateau. Paul Benoît, pour Carnot Computing, votre job à vous, c'est d'utiliser l'énergie des data centers pour les proposer ou proposer l'excédent d'énergie produite à des institutions, mais aussi peut-être bientôt à des particuliers. Tiffaine de Hunck, vous êtes la cofondatrice de Metacar Mobility System. On est très heureux de vous avoir depuis Lyon parce que c'est dans cette belle ville de Lyon que vous mettez l'autopartage à la disposition de celles et ceux qui veulent justement aller plus loin en matière de mobilité. Et puis à Nantes, Katia Tardy, cofondatrice d'Andigaspi. Cette fois-ci, c'est l'inclusion qui est mise à l'honneur avec vous, Katia. Vous avez réinventé, si j'ose dire, la biscuiterie nantaise en faisant une biscuiterie inclusive. Voilà pour la présentation justement de toutes ces incarnations du Jougad. On va revenir quand même à un point de définition avec vous, Navi. Ça fait 10 ans que vous nous avez aidé à populariser cette innovation Jougad. On a eu tendance à le résumer finalement à la frugalité, faire mieux avec moins, mais c'est pas que ça. Absolument. Donc, déjà, le mot Jougad en hindi veut dire la capacité ingénieuse à improviser une solution efficace avec très peu de moyens. C'est un peu l'esprit MacGyver, si vous voulez. Et cet esprit, en fait, a 3 volets ou 3 qualités, qui est l'agilité, qui est vraiment la capacité de transformer des problèmes en solutions. Et puis, une deuxième qualité qui est la frugalité, qui est la capacité de faire mieux avec moins. Et puis la troisième qualité, c'est l'inclusion. C'est trouver en fait des solutions qui sont abordables et accessibles à une majorité de la population. Et c'est un concept qui a évolué parce qu'au départ, c'était plutôt ciblé ou du moins cantonné aux pays émergents. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec la double urgence sociale et écologique, de plus en plus d'entrepreneurs, dont on a 3 aujourd'hui sur le plateau, sont en train d'incarner cet esprit Jougad pour justement apporter une solution concrète aux divers problèmes auxquels fait face la société et l'économie française. Agilité, encore une fois, frugalité, mais aussi inclusivité. On va voir encore une fois qu'elle s'incarne avec vous toutes et tous à nos côtés aujourd'hui. C'est vrai qu'on a ouvert cette saison sous le signe de la fin de l'abondance, en tout cas dans les propos d'un certain président de la République, puis aussi dans notre mot qui est devenu aujourd'hui un buzzword, la sobriété. Vous nous dites que c'est une chance, finalement, cette sobriété. Oui, c'est une chance. Et aussi, il faut distinguer la sobriété de la frugalité, parce que la sobriété consiste à dire on va économiser 10%, par exemple, en énergie, ou cette année, ça va être 10% en eau, ou 10% en une ressource naturelle qui se tarit. Mais la frugalité consiste, en fait, déjà à identifier des ressources qui sont sous-utilisées, qu'on peut mieux valoriser. On va entendre pas mal d'exemples aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de dire finalement, il faut à la fois pratiquer la sobriété pour minimiser des ressources rares, mais aussi apprendre à valoriser et optimiser d'autres ressources en fait, qu'on ignore ou qu'on a sous-valorisées jusqu'à présent. Cette sobriété, elle devient heureuse, notamment avec vous, Paul Benoît. Vous êtes le cofondateur de Carnot Computing, je le rappelle. Et donc, votre job à vous, c'est finalement de transformer l'énergie des uns en l'énergie des autres, si je le résume. Est-ce que j'ai tout bon ? C'est exactement ça. Alors, on transforme l'énergie des serveurs informatiques, parce qu'en fait, un serveur informatique, ça consomme de l'électricité et ça dégage de la chaleur. Alors, je pense que la plupart de vos auditeurs ont une console de jeu et savent que quand ils jouent à un jeu, ça dégage beaucoup de chaleur. Et ben, nous, en fait, cette chaleur, on la récupère pour l'injecter dans des réseaux qui ont besoin de cette chaleur. Donc ça peut être pour des besoins de chauffage, mais aussi d'eau chaude. Dans l'industrie, on a aussi besoin de beaucoup de chaleur, dans les villes, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on fait depuis 12 ans. J'ai rencontré Navi à 10 ans. J'ai découvert que je faisais du Jougad sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain. Et voilà, donc derrière, donc c'est une idée qui peut paraître farfelu au départ, mais il faut que les jeunes aient conscience que le numérique, c'est on anticipe que c'est à peu près 20% de la consommation électrique mondiale à horizon 2030, donc c'est colossal. Je pense que les jeunes s'en rendent vraiment compte parce que c'est les premiers grands consommateurs, ils sont nés dans ça, et 20% de l'électricité mondiale, c'est monstrueux. Alors si
ça peut à la fois faire peur, mais si on est capable d'être dans une économie circulaire, de valorisation de la chaleur, ça change tout. Et nous, notre objectif, et c'est exactement ce que disait Navi à l'instant, c'est pas de rentrer dans une logique de sobriété, moi je dis transition obsessionnelle compulsive, c'est pas ça le truc, c'est de dire on a une passion, c'est l'informatique, on a envie que demain il y ait des choses de plus en plus belles. Alors il y a des choses qui sont moins belles, mais on a besoin d'être plus intelligent sur la façon de produire. Et à partir de là, on pourra faire des belles choses. Sinon, on va être obligé de faire moins de choses, et c'est pas le but. Mais c'est aussi du bon sens, quelque part, le fait de se dire qu'en faisant attention aux dépenses énergétiques du secteur dans lequel on opère, on assure aussi sa continuité business. C'est aussi, finalement, quelque part, être assez... j'allais dire, j'arrive pas à trouver le bon mot, mais oui, pragmatique, exactement, être pragmatique sur le futur de l'économie de la société qu'on a envie d'assurer, Paul. Je pense que la plupart des auditeurs se disent dans quoi je vais travailler demain. Il faut qu'il y ait des économies, une économie, des choses florissantes, et c'est ce à quoi je pense qu'on travaille tous. C'est si simple que ça, finalement, de se dire qu'on peut transformer des idées qui ont l'air tout à fait logiques en idées opérationnelles ou en actions, encore une fois, opérationnelles. Oui, absolument. Et je crois qu'il faut aussi faire comprendre aux auditeurs, c'est que ce qui est ingénieux, en fait, dans ce que Paul a fait, c'est avant tout un état d'esprit. Parce que les ingénieurs considèrent la chaleur dégagée par les centres de données comme ce qu'on appelle la chaleur fatale. Donc, c'est quelque chose qu'il faut débarrasser. C'est la même chose avec le carbone. Donc, on pense finalement que c'est quelque chose de mauvais, quoi. Il faut se débarrasser. Mais lui, il a vu, en fait, les vertus de ce problème. Et comme alchimiste, en fait, il a su transmuter cette chaleur fatale en une chaleur, en fait, qui est vertueuse et bénéfique, quoi. Et... Donc, Paul, vous êtes un alchimiste des data centers. Voilà. Non, c'est beau, c'est bien dit. C'est bien dit. Il y a d'autres aussi façons d'incarner, évidemment, cette innovation Jougad. On va partir tout de suite à Lyon avec Tiffaine. Cette fois-ci, on va incarner l'autre volet, l'autre tiroir, tiens, justement, de l'innovation Jougad. Faire mieux avec moins. Vous le faites en matière de mobilité. L'idée de Metacar Mobility System, c'est de diminuer l'usage de la voiture individuelle en complétant l'usage du transport public ou du covoiturage. Vous faites ça comment exactement ? Alors oui, effectivement, nous, ce qu'on essaye de mettre en place, donc on n'est pas encore déployé, mais ce sera un horizon 2024. Ce qu'on essaye de mettre en place, en fait, on est parti d'une manière très pragmatique. Je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que finalement, notre voiture, on l'utilise 1% du temps. Le reste du temps, elle est sur un parking. Et puis surtout, on a un maillage du territoire qui est extrêmement bien fait avec les trains, les RER, les bus, les métros. Et ce qui nous pose problème, c'est les quelques derniers kilomètres. Donc nous, on a développé une solution de tout petits véhicules électriques qui permettent justement d'aller mailler les quelques derniers kilomètres qui nous manquent et qui nous permettent finalement de prendre le train, de trouver un petit véhicule à la gare de destination et de prendre ce petit véhicule pour faire les 3, 4, 5 kilomètres qui restent à faire. Voilà, et pour rebondir aussi sur le concept de faire finalement mieux avec moins, il y a aussi cette idée... Il y avait une idée, évidemment. Est-ce que vous pouvez la compléter, Navi ? Parce que vous la connaissez par cœur. En fait, l'idée, c'est de dire, finalement, ce n'est pas uniquement développer un produit ou service, c'est en fait créer un écosystème entier qui puisse effectivement fabriquer localement avec des matières recyclées, donc c'est à la fois bénéfique pour le territoire, mais aussi rendre ça accessible pour les utilisateurs, de sorte que finalement, avec un smartphone, ils peuvent rapidement identifier quelle station a en disponibilité la voiture qu'on recherche. Tiffaine, Navi a pu pitcher pour vous le Kiwi et Metacar. On continue quand même là aussi avec vous, parce que la question que j'allais vous poser, c'est de se dire aussi que parfois, on peut aussi réinventer son propre secteur, c'est-à-dire que les questions de partage dans la mobilité, ça fait désormais plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années qu'on les pose et qu'on essaie d'y trouver des solutions. Vous apportez une solution dans la solution. Oui, alors en fait, le vrai besoin de l'usager, c'est la liberté. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à se détacher de sa propre voiture ? C'est justement cette notion d'avoir de la liberté grâce à son propre véhicule. Et donc la capacité d'apporter un petit véhicule disponible quand on en a besoin, où on en a besoin, et elle est là, la valeur ajoutée de la solution. Et c'est ce qui permet justement à l'utilisateur de se séparer de son propre véhicule. Et je rajouterais aussi un mode inclusif, puisque ça a été évoqué dans la discussion, c'est de se dire finalement, est-ce que le vrai besoin, il n'est pas en dehors des villes, pour mailler le territoire, non pas là où il y a déjà une offre très dense, mais plutôt dans le périurbain et dans l'urbain. Et puis en plus de ça, de rendre accessibles ces véhicules sans permis. Ce qui permet aussi à toute une frange de la population d'accéder à des bassins d'emploi, par exemple, en périphérie des villes.
On va revenir à l'inclusivité dans un instant et on va aller à Nantes pour le faire avec Katia. Mais Navi, je voulais vous faire aussi rebondir sur cette question parce qu'on voit là au fur et à mesure des exemples qu'on est en train d'illustrer, d'incarner avec Paul, avec Tiffaine, avec Katia, que dans l'innovation Jougad, il y a finalement un heureux accident, si j'ose dire, un heureux dommage collatéral. C'est celui de libérer les énergies, mais aussi de pouvoir libérer les marchés. Absolument. Et c'est là, je crois que quasiment moi et les 3 entrepreneurs qui sont avec nous, on n'est pas pour la décroissance. En fait, on veut favoriser, on peut appeler ça une croissance inclusive et durable. Et pour moi, une croissance inclusive, c'est pas faire la charité, mais en fait, engager les acteurs dans le territoire comme co-créateurs de valeur. Et c'est là qu'effectivement, l'idée de dire il y a tellement d'ingéniosité, de créativité dans le territoire, et c'est une ressource qui est sous-utilisée. Allons libérer cette ingéniosité qui existe dans les régions pour justement apporter des solutions concrètes à la double urgence sociale et écologique. Allez, cette urgence sociale, c'est vous qui apportez une réponse, notamment Katia. Encore une fois, on va vous rejoindre à Nantes. Ça a tout son intérêt parce que Andy Gaspi, c'est l'incarnation du principe inclusif. Et je le disais tout à l'heure, vous remettez au goût du jour la biscuiterie nantaise. Vous œuvrez pour faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap et lutter contre le gaspillage alimentaire avec votre biscuiterie Andy Gaspi. Exactement. Le projet est né de 2 constats. Le premier, c'est un constat environnemental, c'est qu'on continue d'énormément gaspiller dans notre pays. Aujourd'hui, il y a 10 millions de tonnes d'aliments encore consommables qui sont jetés en France. Et parmi ces aliments, il y en a un qui fait notre renommée à l'international et qui pour autant est jeté quotidiennement, c'est le pain. Aujourd'hui, il y a 200 millions de baguettes de pain qui sont jetées dans les boulangeries françaises. Si on ajoute le pain qu'on jette à la maison, parce qu'un peu trop dur, un peu trop petit, un peu oublié au fond du bac à pain, c'est 600 millions de baguettes de pain qui sont jetées chaque année dans le pays du pain. Donc ça, c'est une première chose, c'est vraiment la quantité du gaspillage alimentaire et ce véritable fléau. Et d'un autre côté, on a fait un constat social qui est que les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus touchées par le chômage que la moyenne nationale. Et en plus de ça, les structures du handicap, comme les ESAT, les établissements et services d'aide par le travail, sont aujourd'hui en sous-activité. Donc face à ces 2 constats, nous, on a décidé d'agir. Donc on est 3 femmes ingénieurs agroalimentaires qui avons décidé de croquer les codes de l'industrie agroalimentaire pour les rendre à la fois plus solidaires et plus circulaires. Et c'est comme ça qu'on a créé la biscuiterie Andy Gaspi, avec vraiment les 2 piliers, le handicap et l'anti-gaspi. Donc le handicap parce que tous nos biscuits, nos petits biscuits, sont fabriqués et conditionnés par 30 personnes en situation de handicap mental et psychique. Et c'est vraiment eux qui donnent vie au quotidien à nos petits biscuits. Et anti-gaspi parce que nos recettes sont élaborées à partir d'invendus de pain. Donc très concrètement, on récupère les invendus de pain chaque matin des boulangers bio locaux en région nantaise. On transforme ce pain en chapelure, en farine, et on l'utilise en guise de matière première dans toutes nos recettes de biscuits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos petits biscuits s'appellent les biscuits quignons, comme les quignons de pain, parce que c'est vraiment la matière première qu'on utilise dans nos recettes. Donc ce qui fait qu'on a aujourd'hui des biscuits qui sont bons pour la planète, bons pour la société, mais avant tout bons pour les papilles. Ah ben ça, si on peut concilier les 3, forcément, vous avez ici des convaincus et des futurs consommateurs de quignons et d'Andy Gaspi sur ce plateau. C'est ça aussi l'ingéniosité du Jougad, Navi, on le voit très bien avec Katia. Elle parlait de croquer ou de craquer les codes, justement, encore une fois, du marché sur lequel elle est implantée. C'est se dire qu'à tout moment, on peut avoir une agilité qui fait qu'on va trouver une réponse forcément à tous les problèmes qu'on se pose. Oui, absolument. D'ailleurs, vous savez, le mot ingéniosité rime avec ingénu qui veut dire innocence. Et les enfants, justement, posent toujours cette question qui tracasse les parents, qui est pourquoi pas. En fait, ils veulent non seulement innover au sein de la boîte, mais carrément sortir de la boîte et donc poser la question pourquoi pas. Donc tous ces entrepreneurs, en fait, se sont posé la question. Paul, c'est pourquoi pas valoriser la chaleur des data centers, quoi. Pourquoi pas offrir une durabilité, une mobilité qui serait durable, de proximité et en même temps abordable et flexible. C'est le cas d'Ifen. Et puis, pourquoi pas concilier social et écologie, qui est le cas d'Andy Gaspi. Et quelque part, ça me fait penser quand même à une agilité qui est celle des hackers. Est-ce que finalement, le Jougad, c'est aussi un peu, Gaël, pirater, hacker l'économie et la société telle qu'on la connaît? Complètement, c'est vraiment dans la philosophie du hacking. On détourne un objet de son usage premier pour en faire autre chose. C'est définitivement un peu de l'ingéniosité. Et si je peux faire un retour en arrière, c'est aussi pour ça que je fais un peu d'histoire dans mes chroniques, parce qu'on se rend compte souvent que nos anciens étaient pleins de bon sens et que la modernité n'apporte pas forcément d'ingéniosité. Et il faut apprendre à faire ce petit pas de côté ou ce pas en arrière. Mais comment ils faisaient les anciens? Ce problème-là, il existait bien avant.
Et donc, on se rend compte, quand on lit l'histoire des territoires, quand on lit l'histoire de l'industrie, quand on voit comment les machines étaient fabriquées, moi, en commençant l'émission, la première personne à laquelle j'ai pensé en découvrant le projet, c'est mon prof de thermodynamique, qui est une discipline à laquelle je ne comprenais absolument rien avec les équations et compagnie. Paul te décomplexe, il te dit moi non plus, j'y connaissais rien. Quand il m'a expliqué en rattrapage de mes cours que, en fait, ce qu'il avait mis au milieu en fait, de sa carrière, c'est comment récupérer la chaleur de la patinoire pour faire de la glace. La patinoire, donc les moteurs faisaient de la glace. Cette chaleur qui était dégagée par la chaleur qu'on enlevait pour faire la glace était réinjectée dans la piscine juste à côté. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué étudiant, c'est cette capacité de se dire « Ok, j'ai un problème avec cette fameuse chaleur fatale, eh bien, je vais l'utiliser à un endroit où on est en général froid, c'est une piscine. » Donc la patinoire à Rouen, sur l'île Lacroix, a été construite à côté de la piscine. Et c'est deux équipements sportifs qui se jouxtent et qui a donné naissance d'ailleurs à une superbe équipe de hockey sur glace. Comme quoi, on arrive aussi à performer et à exceller à partir de ces bonnes idées de ces ingénieurs ingénieux. Vous avez un problème, ils et elles ont des solutions. On continue à les parcourir avec l'innovation en mode Jougad dans cette émission. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap tout de suite du très ingénieux Édouard Denuau. That one has no battery yet. That one I couldn't charge. If not, I would show it to you. It's called the HoloLens. That one is called the HoloLens. Yeah, the little whip thing is a little weird. Myocardial infarction, due to a lack of oxygen supply through a blockage in the coronary vessels. Cells can be damaged or die if not treated quickly. Et vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Navi Radjou, de Paul Benoît, de Tiffaine Dehinck et de Katia Tardy. Vous le savez, aujourd'hui, on met en application l'innovation Jougad. On apprend à redevenir ingénieux et ingénieuse, tout comme Gaël Musquet qui a une idée derrière la tech. Aujourd'hui, on fête les 18 ans, la majorité de la TNT, la télévision numérique terrestre. Complètement, depuis la fin de l'ORTF. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'était, je ne vois pas ce que c'était. L'Office de radiodiffusion télévision française. L'État avait le monopole jusqu'en 1975 sur la diffusion des programmes télévisés. 75, c'est terminé. Et on sépare en fait cette ORTF en chaîne et société autonome, et on voit apparaître la première chaîne privée, donc Canal+, en 1984, puisqu'avant il n'y avait que TF1, Antenne 2 et FR3. C'est déjà une révolution de voir apparaître ce nouvel acteur, mais en 2005, on a une nouvelle révolution. Les télévisions passent de l'analogique
au numérique sur la TNT, 2010 pour l'outre-mer. Et cette révolution, c'est d'abord une révolution de fréquence. Avant, il fallait une fréquence pour une chaîne. Grâce à la TNT, c'est une fréquence, 6 chaînes de télévision. On innove, on compresse en fait ces différents programmes sur une seule fréquence. La deuxième révolution, c'est la qualité de l'image. Il n'y a pas de dégradation entre l'émetteur et le récepteur, le son bien évidemment. La diversité des programmes, puisqu'on passe de 6 chaînes plus 2 en comptant TMC et RTL à 30 chaînes nationales et 42 chaînes locales diffusées par 2200 émetteurs sur tout le territoire national, c'est 95% de la population. En Outre-mer, c'est 6 chaînes nationales et 4 chaînes locales. Il faut imaginer que ces réseaux, ce sont des réseaux Single Frequency Network, donc une fréquence pour un multiplex, ce qui veut dire que toutes ces chaînes se coordonnent entre elles d'un point de vue numérique dans le temps. Alors, docteur Musquet, ça fonctionne comment la télévision numérique terrestre? Alors, la France a fait le choix pour la diffusion numérique terrestre d'utiliser la norme DVB-T, donc Digital Video Broadcasting Terrestrial. Il y a d'autres parfums, c'est comme les glaces. Il y a le DVB-S pour la télévision par satellite, le H, DVB-H pour handheld. Donc c'est une norme qui a été prévue pour recevoir la télévision sur son téléphone. Le DVB-C pour le câble, si on veut recevoir la télévision sur le câble. Et le DVB-SH pour la réception de télévision par satellite sur son téléphone. Ça, c'est une future norme qui devrait être utilisée très bientôt. Pour le DVB-T, en France, on va utiliser... Donc, ça, c'est la partie comme on va moduler la radio. Et dans cette modulation de radio, on va faire passer la vidéo sous un format compressé qui s'appelle le MPEG-2, qui va permettre d'avoir des images de 720 pixels de large et 576 pixels de haut. Puis en 2016, on passe à la TNT haute définition, HD, toujours en DVB-T, mais en MPEG 4. Donc avec les mathématiques, on a réussi à compresser encore plus la vidéo sans perte de qualité, mais cette fois-ci avec des images qui font 1920 pixels, donc on est en 2K, sur 1080 pixels de haut. Sortez les calculettes. Et donc, l'avantage en plus du MPEG 4, c'est qu'on est capable aujourd'hui de diffuser 25 chaînes en HD, là où en MPEG 2, on n'en diffusait que 10. Donc, ça a permis de réorganiser les multiplex. Donc, avant, on avait besoin de 8 multiplex pour diffuser toutes les chaînes dont je viens de parler. Et aujourd'hui, on n'a besoin que de 6 multiplex. Donc, on réduit évidemment la consommation d'énergie puisqu'on a moins de multiplex. Et donc, c'est aussi des réductions pour la téléphonie mobile, puisque les multiplex qui étaient utilisés, on les a arrêtés pour diffuser en 700 MHz la 4G et la 5G. Et donc, des 30 chaînes que l'on a aujourd'hui, on en a 7 publiques, 10 vies privées, 5 payantes, donc tu as 42 chaînes. Et la prochaine itération, ça va être la TNT Ultra Haute Définition, la 4K, prévue pour les Jeux Olympiques, cette fois-ci en DVB-T2, donc la radio va être changée. On va avoir le format HEVC ou H265 qui est une évolution aussi du MPEG. On va pouvoir encore compresser les images, encore plus, et avoir, sans avoir besoin de changer forcément les émetteurs, de pouvoir avoir des images en plus grande définition. Donc plus on compresse, plus on augmente la qualité, c'est ce qu'il faut retenir. Tout à fait, la qualité et la capacité de mettre encore plus de chaînes. Alors vous avez l'impression qu'il y a déjà eu beaucoup d'acronymes dans cette chronique, je vais en rajouter un, avec une nouvelle norme, celle des plateformes de streaming. Tout à fait, en fait c'est un peu ça l'avenir de la télé, c'est aussi d'être concurrencé quelque part par les fameuses box ADSL, des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d'accès Internet. On a en plus des nouvelles normes qui arrivent, donc j'ai parlé de compression, mais on a aussi des nouvelles normes de diffusion. Et donc l'avenir de la télé va se jouer en France, en tout cas, avec les Jeux Olympiques de 2024, qui vont voir apparaître à la fois le fameux DVB-T2 dont je parlais, avec le H265 pour la compression, mais aussi la HBB-TV. Il va falloir donc de nouveaux récepteurs télé ou de nouveaux boîtiers pour pouvoir recevoir en DVB-T2. Toutes les télé, malheureusement anciennes, surtout les plus anciens modèles, ne disposent pas de ce récepteur DVB-T2. Il y a déjà eu des expérimentations depuis la Tour Eiffel, à Roland-Garros, qui diffuse tous les ans en ultra haute définition le tournoi, mais aussi le Grand Raid à La Réunion, donc c'est ce test ultra haute définition sur l'île de La Réunion. L'objectif en 2024, c'est que 60% de la population soit couverte en DVB-T2 et en ultra haute définition. J'ai parlé de HBB-TV. Alors HBB-TV, ça veut dire Hybrid Broadcast Broadband TV.
ça permet de la diffusion de programmes enrichis. Donc en fait, en gros, on va depuis l'émetteur télé envoyer des pages web. Ça va permettre de contextualiser, par exemple, l'école du futur, pouvoir découvrir où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage, où se trouvent les différents projets, les pages Wikipédia, etc. Alors ça se fait soit depuis l'émetteur télé, soit si la télé dispose d'un accès Internet en Wi-Fi ou avec un câble, la télé va pouvoir aller chercher le contenu enrichi. Et ça va permettre aussi de régionaliser la publicité. Donc typiquement, on va avoir des décrochages de publicité qui vont être beaucoup plus ciblés et personnalisés à l'endroit où la personne habite. Et aussi, bien sûr, ces alertes auxquelles je suis attaché, puisqu'il faut pouvoir alerter les populations si elles sont face à un danger, on va pouvoir aussi disposer de moyens d'alerte sur ces télés, pouvoir les réveiller en pleine nuit si jamais on était exposé à un danger. Et c'est là où la régulation se mêle justement à la technicité de cette chronique, puisqu'il y a de grandes discussions sur la publicité adressée, la publicité ciblée. Oui, dit le régulateur, pour en effet pouvoir la régionaliser, la territorialiser, comme tu le donnais en exemple, Gaël. Non, quand il s'agit de pouvoir aller chercher un téléspectateur ou une téléspectatrice avec ces données pour lui adresser une publicité, comme on peut le faire aujourd'hui en ligne, qui prennent en compte ces datas. C'est intéressant, ça, Navi, justement, et Paul, parce que ça nous montre à quel point, même dans l'innovation, on a besoin de technologie pour pouvoir la faire avancer. Ce que vous, finalement, dressez comme portrait avec Innovation Jogad, c'est une innovation qui est finalement plus sociale, plus low-tech, et ce n'est pas un gros mot que de le dire, que d'être extrêmement high-tech. Mais est-ce qu'il faut quand même ne pas oublier la composante technique, la technicité de l'innovation ? Non, je pense que la technicité est importante et l'innovation Jugad, en fait, couvre tout un spectre qui peut aller du low-tech. Donc, l'exemple favori que je cite, c'est un potier en Inde qui a développé un réfrigérateur conçu entièrement en argile. Et ça, c'est plutôt low-tech ou même no-tech. Et puis, un autre exemple très intéressant qui rejoint un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire comment, en fait, on valorise non seulement l'infrastructure existante, mais même les données. Parce que la prochaine pétrole, en fait, c'est les données, les big data. Alors, un exemple très intéressant, c'est une start-up en Inde qui s'appelle AlgoSurge, qui utilise les algorithmes d'intelligence artificielle pour convertir automatiquement les images des rayons X en modèles 3D. Ainsi, les hôpitaux peuvent avoir des diagnostics plus précis, mais sans avoir à investir dans des scanners coûteux. Donc, vous voyez, comme quoi il y a aussi des façons ingénieuses, justement, de valoriser soit l'infrastructure existante. Donc, je crois que même dans le numérique, on parle beaucoup de sobriété numérique, mais on ne parle pas d'ingéniosité appliquée au numérique. L'ingéniosité numérique, on continue à mettre à l'honneur. Je vous retourne la question, Paul, une fraction de seconde. L'innovation, c'est forcément du high-tech ? C'est de la technique, c'était évoqué tout à l'heure, je pense dans tous les domaines, que ce soit l'artisanat ou autre, il y a une technicité. Quand vous êtes face à... moi j'ai des origines japonaises, vous êtes face à un artisan japonais, il y a une technicité, on met 60 ans à l'acquérir. Donc il y aura toujours une technicité. Je pense que ce qui est important, c'est la passion d'un domaine, que ce soit la télévision, la poterie, peu importe. Il y a une passion pour un domaine et donc on s'intéresse à la technique et après la sobriété, c'est naturel. On pourra y revenir, mais l'économie de ressources, c'est le métier de l'ingénieur depuis 1 million d'années. Donc je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut se positionner. Allez, on y revient justement dans la deuxième partie de cette émission, toujours avec Tiffaine, avec Katia, Navi, Paul et Gaël. On parle de l'innovation Jogad, on met à l'honneur le fait de redevenir ingénieux et ingénieuse. Et j'ai envie de redémarrer justement cette discussion avec cette question finalement assez simple. Vous bousculez littéralement les idées reçues dans cet ouvrage et pas que Navi. Et surtout, vous nous dites qu'il y a des territoires qui sont peut-être plus facilement prêts à accueillir cette innovation Jogad, encore une fois, frugale, agile, inclusive, que d'autres. Vous nous dites que la France est mieux placée que les États-Unis, dites donc. Oui, parce qu'en fait, j'ai vécu 22 ans aux États-Unis et je suis revenu en France en 2021. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, en France, les innovateurs ont ce que j'appelle un esprit entrepreneurial, un cœur social et une âme écologique. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être entouré de ces 3 entrepreneurs qui, en fait, incarnent l'esprit Jogad avec justement un esprit entrepreneurial, un cœur social et une âme écologique. Et je crois que c'est important parce qu'en fait, aux États-Unis, on utilise par exemple l'innovation, voire l'innovation technologique, plutôt
plutôt pour atteindre la performance ou l'efficacité ou ce qu'on appelle la convenience, quoi. Donc, c'est-à-dire que j'appuie sur un bouton et il y a Uber qui se pointe, quoi. Mais les exemples qu'on a vus aujourd'hui, c'est des innovations Jugad qui, en fait, contribuent à l'inclusion sociale et aident, en fait, à régénérer simultanément les territoires et la planète. Donc, j'ai effectivement peut-être un biais vis-à-vis des innovateurs. J'ai vécu en Silicon Valley pendant 13 ans, mais je me sens plus inspiré par les innovateurs que je rencontre en France. Alors justement, ces innovateurs et innovatrices, encore une fois, on les met à l'honneur grâce à vous aujourd'hui, Navi. Tiffaine, Katia, vous endossez le rôle d'ambassadrice de l'innovation Jugad que vous décerne Navi. Tiffaine, justement. Pardon. Non, je vous en prie. Non, mais merci Navi, c'est effectivement une très belle définition. Je ne sais pas si je me serais définie comme ça. En tout cas, oui, on essaye d'être agile. On est contraint d'évoluer dans un monde qui est sans cesse en redéfinition, et notamment sur le marché de la mobilité, le côté serviciel. Évidemment, le côté inclusif, c'est ce qu'on incarne et c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre au quotidien. Et c'est ce qui effectivement fait qu'on est en capacité d'interagir dans un écosystème et de mailler un territoire. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est justement de faire interagir des parties prenantes qui n'auraient pas forcément œuvré ensemble si on n'avait pas été ce tout petit maillon qui vient poser la question et qui vient faire le pas de côté qu'on évoquait tout à l'heure de manière pragmatique. Et en fait, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas en tout cas ? C'est-à-dire que si vous entendez bien, Tiffaine, ça veut dire que même vous, au fur et à mesure du développement de votre projet et de votre entreprise, vous avez des idées qui s'enrichissent quand vous êtes en interaction avec l'ensemble des parties prenantes et de la chaîne de valeur de la mobilité, par exemple. Ah oui, bien sûr. Ah oui, on n'a aucune prétention chez Metacar à dire qu'on a inventé un système pour le mettre sur un marché. Pas du tout. En fait, on a co-construit un système avec les différentes parties prenantes, que ce soit les collectivités d'un côté, que ce soit les futurs usagers, ceux qui vont utiliser nos petits véhicules, que ce soit les employeurs, ceux qui nous disent moi aujourd'hui j'ai une vraie problématique, je suis en périphérie d'une ville et j'ai pas accès à toute une manne de compétences. Donc non, bien évidemment, le projet est entre guillemets co-construit avec toutes ces parties prenantes et surtout il évolue au fil des jours pour coller de manière très pragmatique et répondre aux besoins du quotidien. Katia, là aussi dans votre rôle finalement d'ambassadrice de l'innovation Jugad telle que l'a décrit Navi avec nous, c'est ça aussi qui est intéressant pour vous, le fait de se dire que le projet évolue au fur et à mesure de la question qu'il aborde et de la solution qu'il apporte. Il y a toujours une nouvelle solution à trouver. Exactement. Nous, le but du projet, c'est d'aller toujours plus loin dans la lutte contre le gaspillage et dans l'insertion de personnes en situation de handicap. Mais le projet, en effet, évolue au fur et à mesure qu'on rencontre des acteurs, qu'on construit un écosystème local. On s'appuie vraiment sur les problématiques qu'on rencontre pour faire évoluer à la fois notre fonctionnement, à la fois notre offre. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait dans un réseau de plein d'acteurs, soit des tout petits acteurs, soit des gros acteurs de la distribution, mais pour vraiment comprendre, eux, les problématiques qu'ils ont au quotidien, quels sont les invendus qu'ils ont sur les bras, quels sont les coproduits qu'ils n'arrivent pas à valoriser, et comprendre aussi les besoins des structures du handicap du territoire pour vraiment que nous, les process et l'activité de biscuitier qu'on met en œuvre collent vraiment à leurs attentes, à leur fonctionnement et aux typologies de handicap qu'ils ont à encadrer au quotidien. Ça veut dire quoi, Paul et Navi, qu'avec l'innovation Jugad, on redécouvre enfin une innovation qui a du sens ? Oui, on peut dire comme ça, c'est une innovation qui a du bon sens et aussi donner du sens à l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, le challenge, et c'est pour ça que j'ai quitté la Silicon Valley après 10 ans, c'est qu'on s'adonne à l'innovation insensée, comme un pressoir de jus de fruits avec Wi-Fi qui coûtait $400. Vous vous rappelez ce délire qu'il y a eu dans la Silicon Valley? On en a passé en revue un certain nombre, je vous confirme. Voilà. Donc, quelque part, je crois que la France pratique l'innovation raisonnée, alors que Silicon Valley, j'ai vu beaucoup d'innovations insensées. Donc, quelque part, oui, c'est aussi redonner du sens et du bon sens, en fait, l'innovation. Redonner du sens, c'est aussi pouvoir attirer plus facilement les talents qui vont justement créer ces solutions avec vous, Paul. On a vu, et on a tous en mémoire les images notamment des diplômés d'AgroParisTech en juin dernier, qui se rebellaient finalement contre le diplôme qu'on venait de leur décerner en disant nous, notre savoir-faire, le talent qu'on a acquis au sein de nos études dans cette école, on n'a pas envie de le mettre à profit pour l'économie et la société dans laquelle on a envie de nous plonger. On veut en créer une nouvelle. Qu'il le fasse. Je veux dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, je pense, aujourd'hui,
parfois je fais passer des entretiens et puis je demande aux gens c'est quoi ton rêve, et puis les gens me disent oui mais je veux donner du sens. Alors je dis mais ça veut rien dire, ou je veux sauver la planète, je veux dire dans l'absolu ça veut rien dire, c'est quoi ta passion, c'est quoi ton rêve. Donc des fois je suis obligé de remonter quand il avait 8 ans, il voulait être pompier, là au moins c'est concret. Donc je pense qu'il faut avoir une passion et la sobriété ça va venir derrière. Après ça devient vite des sujets économiques, écologiques, c'est des histoires de rendement. Et je pense qu'effectivement la France, il y a une histoire, il y a le rêve américain, qu'est-ce qu'il est, et puis le rêve français, c'est plus un rêve d'ingénieur. On a une histoire très très longue là-dedans, il y a eu plein d'innovations. Et à chaque fois, c'est du bon sens, parce que quand on est passionné par quelque chose, je pense qu'à un moment, on s'intéresse à l'histoire et puis on se dit ils avaient plein de bon sens, et aujourd'hui, il y a plein d'opportunités d'avoir du bon sens sur plein de thématiques. Et je pense que c'est ça qu'il faut entretenir. Une nation d'ingénieurs et d'ingénieures qui doit redevenir ingénieuse tout court. C'est ce que vous nous disiez, Navi. Je faisais justement un clin d'œil à AgroParisTech à dessein, puisque c'est intéressant. En 2013, vous étiez vous-même, Navi, intervenu devant les étudiants et les étudiantes d'AgroParisTech, et vous leur aviez parlé d'innovation Jougad. Ça avait pris tout de suite. Quand aujourd'hui on revisite encore une fois ce fameux discours lors de la remise des diplômes de juin dernier, on se dit quoi? Qu'on a perdu 10 ans en matière d'innovation Jougad? En même temps, sachez qu'il s'est passé un truc incroyable, parce qu'en 2015, il y a 4 diplômés de AgroParisTech qui ont lancé un projet qui s'appelle Jougadict, où ils sont en fait allés à travers le monde pour justement identifier des solutions ingénieuses dans le domaine agroalimentaire. Donc c'est pour ça que quand j'ai regardé, si je peux être un peu controversial, mais en fait c'est bien du bifurqué, mais je crois que si on regarde ces 4 étudiants de AgroParisTech en 2015, donc au lieu de contester, en fait eux ils sont en fait allés identifier et valoriser des solutions déjà existantes, ingénieuse en matière agroalimentaire. Donc je crois qu'être ingénieux, c'est aussi quelqu'un qui ne se lamente pas, ne plaint pas, quoi. Et en fait, on est orienté solution. Alors ça peut être des solutions qu'on développe soi-même, ou alors on arrête de réinventer la roue. Et on va voir ailleurs, dans d'autres secteurs, d'autres régions, qu'est-ce qui marche déjà. Et ça, je crois qu'en France, on a du mal, parce qu'en fait, on aime bien réinventer la roue et développer quelque chose de nouveau tout le temps. Mais être innovant, c'est aussi adopter et adapter des solutions éprouvées qui viennent d'ailleurs. Et pourtant, vous dites qu'il faut justement pouvoir pousser cette éducation à la frugalité, à l'ingéniosité. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que l'école peut y trouver sa part? Absolument. D'ailleurs, je fais partie d'une école qui s'appelle les écoles des ODD, où on invite des ingénieurs... Comme les objectifs du développement durable de l'ONU. Voilà, des 17 objectifs de développement durable qui visent à construire un monde plus inclusif, plus sain et plus durable. Et ça s'appelle SDG School, l'école ODD, où on fait collaborer des étudiants indiens et français pendant 2 semaines, où en fait ils vont très vite en mode apprentissage dans des Fab Labs, où ils développent en fait des solutions, des prototypes qui répondent à des problématiques de l'eau, l'énergie, éducation, etc. Et c'est une façon en fait pour les ingénieurs de devenir ingénieux. Donc je crois que cette idée d'enseigner l'ingéniosité Jougad aux étudiants, ça ne peut pas être de façon théorique. Il faut que ça soit vraiment empirique, et rien de mieux que de dire voilà 17 ODD définis par les Nations Unies, allez-y, collaborez ensemble avec des étudiants d'autres cultures pour co-créer des solutions ingénieuses rapidement. Alors on le donne 2 semaines, donc c'est comme des hackathons. Ouais. Donc ça crée une pression, on met la pression en termes de temps et aussi en termes de ressources, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de budget. Donc quand vous mettez une limitation aux ressources, vous enlevez la limitation à créativité. Donc je dirais que ce type d'éducation qui est très hands-on, empirique, je crois que c'est la façon de réformer l'éducation pour que ça ait un impact sur le plan social et écologique. Des contraintes naissent toujours les opportunités. Katia Tiffen, je voulais vous laisser le mot de la fin justement sur cette émission. Si vous deviez, pour susciter des vocations, nous dire ce qu'est pour vous aujourd'hui cet esprit Jougad, vous nous diriez quoi? Tiffen, par exemple. L'envie, en fait. Si je devais dire un mot, ce serait ça, ce serait l'envie. L'envie d'avoir envie. Katia, pour vous, l'innovation, mais plutôt l'éducation Jougad, ce serait quoi? C'est d'oser, de ne pas se mettre de barrières. En effet, on évolue dans un contexte où on pourrait le voir comme un peu alarmiste, catastrophique. On a de moins en moins de ressources, il y a de plus en plus de conflits. Mais finalement, le voir comme une opportunité, et le fait d'avoir de moins en moins de ressources, le voir comment on peut valoriser des ressources qui aujourd'hui ne sont pas valorisées, comment on peut aller plus loin, comment on peut faire ce pas de côté, où je rejoins le pas en arrière qui est très vrai. C'est que nos grands-parents, finalement, c'est beaucoup de choses qui aujourd'hui auraient du sens.
On a l'impression de réinventer beaucoup de choses, mais nous, finalement, réutiliser du pain et ne pas le jeter en le transformant en recette, c'est des choses qui étaient pratiquées avant et qui se sont un peu perdues. Donc finalement, il faut oser sortir du cadre, il faut oser faire le pas de côté, le pas en arrière qu'on nous incite peut-être pas assez à faire. Mais en tout cas, il y a encore plein de choses à faire pour aller dans le bon sens et innover avec ce fonctionnement Jougad. Un pas en arrière, un pas de côté pour aller de l'avant. Merci infiniment Tiffaine, merci infiniment Katia depuis Lyon et depuis Nantes de nous avoir inspirés grâce à vos initiatives et à l'innovation Jougad. Merci à Paul évidemment ici en plateau. Merci à Navi Radjou, pape si j'ose dire de l'innovation Jougad. Vous lisez avec ces deux autres co-auteurs dans l'innovation Jougad. Redevenons ingénieux avec 30 exemples très concrets de l'innovation Jougad en France. Merci comme toujours à Gaël Musquet pour ses idées derrière la tech. On se retrouve dès lundi pour de nouvelles aventures dans l'école du futur. Cette semaine,